récompense les meilleurs élèves du Sénégal. Vous entendrez à ce propos le chef de l'État qui évoque l'intelligence artificielle, thème de cette édition. Dans l'actualité également, la question des licences de pêche au Sénégal. Le ministère a rejeté toutes les nouvelles demandes. La décision, vous allez le voir, est saluée par les acteurs de la pêche. Et puis dans le trésor des régions, nous irons à Touba. La ville sainte est confrontée, vous le savez, aux inondations. Nos équipes se sont rendues sur place pour faire le point sur les travaux en cours afin de lutter contre ce phénomène. Opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif au Sénégal, thème de la cérémonie du concours général édition 2023. Le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'intelligence artificielle dans le développement de nos sociétés et de notre jeunesse. Je vous propose d'écouter à ce propos le président Macky Sall qui a présidé la cérémonie. Je retiens, Madame, de votre discours une démarche exhaustive et éclairante qui met en évidence les avantages de l'intelligence artificielle, alerte sur ses dangers et propose pour notre système des perspectives d'appropriation des technologies de pointe. Vous avez raison de pointer du doigt l'ambivalence de l'intelligence artificielle. Nous avons vu en pleine pandémie Covid-19 comment la technologie moderne a pu soutenir les secteurs clés de la santé, de l'éducation, du travail, du commerce, pour ne citer que ces domaines parmi tant d'autres. D'autre part, nous vivons au quotidien les dérives de cette même technologie, devenue par son usage dévoyé une fabrique de fake news, et vous avez raison de parler de deepfakes, qui répandent à grand débit la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence. C'est dire que l'intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s'entremêlent progrès et incertitudes, mais également interrogation. Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation? Quant à longueur de journée, ils sont exposés à d'autres modes de pensée, d'action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s'arrogent prétentieusement le titre d'influenceur. Influenceur pour influencer quoi? Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux? Comment sauvegarder l'avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métier, et pas seulement des métiers manuels? Ces questions montrent l'ampleur et la complexité de la tâche qui nous attend si nous voulons saisir les opportunités de l'intelligence artificielle et prendre en charge les défis qu'elle pose, dont le premier, à mon sens, est d'éviter le nivellement par le bas de notre société et de notre système éducatif. C'est ce qui arrive quand l'intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l'écriture et plus grave encore, à la réflexion. C'est ce qui arrive lorsque, dans une inversion malveillante des rôles, la technologie présente le faux pour le vrai, l'injuste pour le juste, les derniers pour les premiers. Et lorsqu'elle viole les valeurs éthiques et morales. Cela pose en dernière analyse la question fondamentale de la gouvernance à l'échelle nationale et internationale des usages de l'intelligence artificielle, y compris celle des réseaux sociaux. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes,
chers lauréats, en parcourant le palmarès de l'édition 2023, je constate pour m'en réjouir qu'une centaine de prix ont été attribués dans les différentes disciplines. Nos lauréates et lauréats ont du mérite. J'y reviendrai. Je voudrais distinguer ici les meilleurs parmi eux. Cheikh Thioub, du lycée d'excellence de Diourbel, et mademoiselle Safietou Koné, du lycée d'excellence Mariama Ba. Bravo, Cheikh et Safietou, pour vos excellents résultats. Je vous en félicite. Le professeur Kombanyang a eu l'honneur de faire le discours d'usage de la cérémonie du concours général édition 2023. Elle revient sur l'importance de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et surtout l'intérêt d'une réglementation de son applicabilité. On l'écoute. L'intelligence artificielle peut améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous. En effet, grâce aux plateformes d'apprentissage en ligne et aux outils permettant de dispenser des cours à distance pour les élèves vivant dans des localités éloignées ou enclavées, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial pour l'éducation. Les systèmes d'apprentissage peuvent s'adapter à un temps réel aux besoins et aux capacités des élèves. En recueillant et en analysant des données sur les performances et les préférences des élèves, l'intelligence artificielle fournit un contenu d'apprentissage adapté à leur niveau de compétence et à leur centre d'intérêt. Cela leur permet de progresser chacun à son propre rythme. L'intelligence artificielle facilite la collaboration entre les apprenants en favorisant des environnements d'apprentissage interactifs et sociaux. Par exemple, les chatbots peuvent être utilisés pour encourager et guider les apprenants dans leurs projets individuels et ou de groupe et aider à mutualiser pour la résolution de problèmes. L'intelligence artificielle peut aussi faciliter la connexion entre les apprenants sénégalais et ceux d'ailleurs, favorisant ainsi l'échange interculturel et l'apprentissage collaboratif à échelle mondiale. Tous ces avantages en font un outil d'inclusion réelle en utilisant la reconnaissance vocale, la traduction automatique de la langue des signes et les outils d'intelligence artificielle, notamment dispositifs d'assistance intelligents. Il est possible de fournir des environnements d'apprentissage adaptés aux élèves vivant avec un handicap et ou à besoins éducatifs spéciaux, qui peuvent ainsi participer pleinement aux activités pédagogiques et bénéficier d'une expérience éducative très enrichissante. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, l'IA, contribue à l'évaluation et au suivi des progrès des élèves de manière plus précise et plus efficace. Les systèmes d'évaluation basés sur l'intelligence artificielle permettent d'analyser en temps réel les réponses des apprenantes et apprenants et d'identifier leurs lacunes. Cela permet d'ajuster les méthodes didactiques et de fournir une remédiation et ou un soutien personnalisé aux élèves avec des activités d'apprentissage supplémentaires. Cette exploitation rapide des données facilite l'identification des signes avant-coureurs d'échec ou du décrochage scolaire pour alerter ainsi les enseignants, les parents et les autres acteurs éducatifs. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les apprentissages aide les élèves à développer des compétences clés telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité et la collaboration. Elle offre des opportunités concrètes d'explorer des domaines tels que l'apprentissage automatique, la robotique ou l'éthique de l'IA. Dans la même veine, elle contribue efficacement
à la formation et au développement professionnel des enseignants, en leur fournissant des ressources pédagogiques personnalisées, des formations en ligne adaptées à leurs besoins individuels et des outils d'évaluation de leurs propres pratiques pédagogiques. Dans l'actualité également hors de chez nous, le président Mohamed Bazoum du Niger demeure le chef d'État légitime reconnu par la CEDEAO. L'organisation communautaire exige sa libération et se réserve le droit d'user de la force dans un délai d'une semaine. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria, la CEDEAO a pris une série de mesures fortes. À cela s'ajoutent aussi des sanctions d'ordre économique de l'UEMOA. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Abuja, El Haj Malik Nyon et Oumar Ning. Face à la gravité de la situation, la CEDEAO a pris ses responsabilités. Au-delà d'une condamnation officielle, l'organisation communautaire a pris des mesures fortes et concrètes. Son Excellence, le président Mohamed Bazoum, demeure le président légitime et élu et le chef d'État de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. La CEDEAO condamne en termes fermes la tentative d'interruption de l'ordre constitutionnel au Niger et la détention illégale de son Excellence le président Bazoum, président et chef d'État du Niger, ainsi que les membres de sa famille et du gouvernement. Au cas où les exigences de la conférence ne sont pas satisfaites dans un intervalle d'une semaine, la conférence prendra toutes les mesures pour restaurer l'ordre constitutionnel en République du Niger. De telles mesures pourraient inclure l'usage de la force. Dans la démarche d'isolement de la junte au Niger, la CEDEAO est en phase avec l'UEMOA, également réunie en session extraordinaire. Au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger, à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Des mesures d'urgence ont donc été prises par le président Macky Sall et ses collègues chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ils prennent ainsi la pleine mesure des menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité de la sous-région. Parlons maintenant de coopération inter-État. Les raffermis à Kinshasa, si en marge des Jeux de la francophonie, les chefs de gouvernement représentant leurs présidents respectifs se sont retrouvés pour passer en revue les axes de leur partenariat. C'est le cas des premiers ministres de Côte d'Ivoire et des deux Congos voisins qui se sont entretenus avec leur homologue du Sénégal, Amadou Ba, envoyé spéciaux à Kinshasa, Khalidou Bey, Aramdao. À Kinshasa, aux Jeux de la francophonie,
Ils représentent leurs présidents respectifs, leur pays avec des relations au beau fixe. Les premiers ministres Amadou Ba et Patrick Achi de consolider autour de ce tête-à-tête cette coopération remarquée entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous connaissez les relations qui relient Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et le Président Macky Sall et la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc on a jugé utile de se rencontrer pour pouvoir faire un tour d'horizon des questions bilatérales. Et nous sommes très heureux, bien sûr, de nous retrouver ici en RDC où chacun des pays a des athlètes qui vont compétir avec l'espoir, bien sûr, qu'on ait beaucoup plus de médailles que le Sénégal. Donc nous nous sommes vus, le Premier ministre et moi-même, pour échanger, pour montrer à nos chefs d'État qu'à leur image, nous aussi, nous sommes ensemble pour mettre en œuvre leur vision respective pour le développement de la sous-région. Nos deux chefs d'État nous ont mandatés pour venir les représenter. Je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, nous allons prendre peut-être un peu plus de médailles. C'est dans cette ambiance fraternelle que ces chefs de gouvernement se sont retrouvés en marge des Jeux de la francophonie. Ici, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, venu lui aussi témoigner à son homologue du Sénégal la volonté de renforcer des liens solidement tissés. Et nous nous sommes réjouis de la convergence des vues entre nos deux chefs d'État et de la vision que l'un et l'autre ont du développement de notre continent et de nos États respectifs. Nous avions une dernière commission mixte qui a eu lieu en 2018 qui s'était passée au Sénégal. Le Congo est en train de préparer la tenue d'une autre commission mixte et surtout en mettant un accent particulier sur le développement agricole. Le Sénégal a une forte communauté au Congo. Les Congolais aussi sont bien présents au Sénégal, notamment dans le domaine de la formation et de l'éducation. Donc ça a été l'occasion de faire le point de cette coopération que nous entendons fructifier sur une demande expresse de nos deux chefs d'État. Et si le Sénégal est fortement représenté à ces Jeux, c'est qu'il entretient avec le pays organisateur des relations cordiales et une coopération multiforme pour des Jeux réussis. Je vous le disais dans les titres, le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a rejeté toutes les nouvelles demandes de licence de pêche au Sénégal. Une décision motivée par le souci de préserver les ressources halieutiques et les saluer par les acteurs. Notre pays, vous le savez, attend environ 73 000 tonnes de poissons cette année, nous dit Seydina Lunfal. La pêche n'a pas été très bonne aujourd'hui. On a connu des jours meilleurs. Au marché central aux poissons, les tables sont à moitié garnies. Pour ce marailleur qui exerce depuis plusieurs décennies dans le secteur, il faut revoir les techniques de pêche et l'octroi de licences de pêche. Je pense qu'il ne faut plus signer de licence de pêche pour préserver les ressources. La responsabilité est partagée entre la pêche artisanale et la pêche industrielle. Dans cette usine, on traite et conditionne du poisson destiné à l'exportation. Le directeur fait partie de la commission d'attribution de licences de pêche. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est des Sénégalais qui ont leur business plan, ils ont leur projet. Ils vont se lancer dans le secteur. Et le ministre il a le droit de les répondre. On doit les répondre. Pour les répondre, il faut que cette commission se réunisse. Pourquoi? On n'est même pas réunis, les gens en font un scandale. Pas un scandale, il n'y a pas de scandale. C'est pourquoi je dis au départ, moi, ça m'énerve. Aucune licence de pêche n'est délivrée au Sénégal sans passer par la commission d'attribution de licences de pêche. C'est une commission juste consultative qui est chargée donc de conseiller le ministre sur les dossiers qui sont reçus. Alors, vous me permettrez de préciser un peu la procédure. Alors, les demandes de licence sont envoyées au ministre. Une fois que le ministre reçoit le dossier, il transmet ça à la direction des pêches maritimes pour instruction. C'est après que la commission est saisie pour se réunir
Alors, une fois que la commission se réunit, la direction des pêches établit un procès verbal, en fait, reflétant l'avis de la commission. Alors, toutes les décisions, après, sont notifiées aux armateurs, que ce soit le refus, que ce soit un complément d'information ou l'accord. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rejeté toutes les nouvelles demandes de licence de pêche qui lui ont été soumises. Si on compare à 2019, le nombre de licences est nettement en baisse. Parce qu'en 2019, on était à 179. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, on est à 138 licences pour les nationaux et 23 pour l'Union européenne. Parce qu'il n'y a que l'Union européenne qui pêche ici comme pavillon étranger. Donc le Sénégal n'a pas signé d'accord avec aucun pays à part l'Union européenne. Ces femmes transformatrices sont elles aussi préoccupées par la gestion et l'exploitation durable de ressources halieutiques. Si nous connaissons les bonnes pratiques de pêche, la gestion de la ressource et lutter contre la pêche des petits pélagiques, moi je pense qu'on pourra avoir la quantité de poissons qu'on aura. D'autant plus qu'on a accès démocratiquement aux poissons. En tout cas, ce que je demande à mes... Donc nous allons cueillir des échantillons qui vont être analysés et nous aurons aussi ainsi une map de l'avancement de la pollution des mers. Depuis sa mise en service, le navire effectue chaque année des activités de formation pour les étudiants de l'Académie navale italienne, mais aussi des pensionnaires venus d'autres pays. Actuellement, 128 élèves de différentes nationalités subissent une formation dans le navire. Notre expérience avec les cadets, et surtout pour les cadets, c'est une expérience qui signe l'arrêt de l'expérience à la mer pour aller à l'expérience sur la terre ferme. Pour les élèves qui sont avec nous, c'est leur première, formation dans le bateau en périple. Et du moment où ils vont choisir de faire ce cours, ils vont devenir un unique corps. Le Sénégal figure parmi les rares pays dans le monde à accueillir 2 fois le navire italien Amerigo Vespucci. Le choix se justifie par les liens solides qui existent entre les 2 pays. Cette escale est en fait une occasion pour célébrer les relations entre l'Italie et le Sénégal, qui sont des relations très très bonnes, qui se sont renforcées ces dernières années, et aussi dans le secteur, disons, de la mer, de la préservation des ressources marines, et aussi dans le secteur de la recherche, nos relations se renforcent de plus en plus. Du 1er juillet 2023 au 11 février 2025, le navire École italien naviguera pendant 20 mois, débarquant dans plus de 30 ports parmi les plus connus, dans 28 pays et touchant les 5 continents. En vertu d'une collaboration exemplaire avec l'Italie et de sa position stratégique en Afrique occidentale, le Sénégal est la seule escale en Afrique subsaharienne. La réglementation touristique est un aspect, vous le savez, stratégique du tourisme. Elle englobe l'hébergement, les agences de voyage et le guidage. Une bonne régulation promeut une destination touristique capable de créer de la valeur ajoutée. Abdelaziz Ben. Le tourisme repose sur la réglementation touristique qui permet d'avoir un tourisme de qualité. La réglementation concerne 3 secteurs, à savoir l'hébergement, les agences de voyage et le guidage. Elle joue un rôle très important dans la mise en place d'un secteur touristique fort, dynamique et capable de s'ouvrir aux autres. Elle nous permet de savoir la capacité qu'on a. Il y a certains tours opérateurs qui peuvent faire venir des milliers de touristes, des centaines de touristes. Donc ces tours opérateurs, quand ils ont cette demande, ils voient est-ce que vous avez la capacité de les accueillir. Il y a aussi certains grands événements comme les Mondial ou bien JOJ ou bien la Coupe d'Afrique. Pour pouvoir les accueillir, il faut avoir une certaine capacité hôtelière. Donc c'est dans la réglementation que nous pouvons quantifier le nombre d'hôtels qu'on a. Nous pouvons quantifier le nombre de chambres qu'on a. Donc si les gens investissent et ils ne veulent pas venir se réglementer, nous on ne peut pas savoir. Donc du coup, c'est des opportunités comme ça qui nous échappent. Mais deuxième chose aussi, ça permet de gérer tout ce qui est sécurité. En principe, toutes les personnes qui passent à l'hôtel
le lendemain ou bien le jour J, on doit savoir d'où est-ce qu'ils viennent, pour combien de jours, leur nationalité, etc., etc. Donc la statistique aussi, elle est importante. Mais la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la taxe de promotion touristique. Si vous passez la nuit à l'hôtel, en dehors de la chambre que vous payez chaque jour 1000 francs de plus. Le Sénégal regorge d'énormes potentialités touristiques avec de très beaux sites à découvrir. Il faudra arriver à les valoriser davantage pour bien vendre la destination Sénégal. Nous sommes une destination balnéaire, on nous connaît comme une destination où il y a la plage, mais en dehors de la plage aussi, nous avons notre culture qui n'existe que chez nous. Nous avons notre religion, l'islam confrérique, etc., les confrères qui vivent en paix. Nous avons le dialogue islamo-chrétien chez nous. Donc c'est des choses qu'on peut vendre qui n'existent nulle part qu'au Sénégal. Nous avons aussi les chutes de Dindifelo, etc., etc. Nous avons l'île de Gorée, aujourd'hui, qui est vraiment une grande fierté en termes de tourisme mémoriel. Les gens, ils viennent pour se ressourcer chez nous. Donc nous avons tout un potentiel à vendre. Et pour ça, il ne faudrait pas qu'on soit comme le boutiquier du coin qui a sa boutique qui ouvre, qui attend. Le tourisme, c'est une activité proactive, c'est une activité commerciale. Il faut aller vers les gens, il faut intéresser les gens. La dernière chose, c'est par rapport aux Sénégalais. On a conçu le tourisme pour le vendre, mais aujourd'hui, il faut de plus en plus adopter vraiment le frère Olof qui dit Balanga Lah Djaï Lah Lek. Il faudrait que les Sénégalais eux-mêmes parviennent à s'intéresser à l'activité touristique, à visiter. Tourisme, c'est une activité de bienséance, une activité où on demande le repos, vivre en paix, etc. Et ça, nous le méritons. Ce n'est pas seulement les autres qui doivent venir chez nous pour connaître, nous aussi, nous devons connaître notre pays. Avec la réglementation touristique, le tourisme sénégalais va mieux se porter et offrir beaucoup d'opportunités au secteur. Il s'agit de bien faire connaître la réglementation touristique pour qu'elle joue pleinement son rôle dans le développement du secteur du tourisme au Sénégal. Et c'est parti maintenant pour le voyage à l'intérieur du Sénégal. Le trésor des régions, c'est juste après ceci. Partons pour démarrer à Louga, dans la région. Le ministère des collectivités territoriales, à travers l'Agence de développement local, appuie l'Institut islamique de Koki. Deux boulangeries mobiles vont accompagner les apprenants dans la restauration. Cette activité entre dans le cadre de la politique d'accompagnement des daras initiée par le chef de l'État, Salou Seck. Koki, dans la région de Louga, un lieu symbolique, une cité de mémorisation du Saint-Coran. Cette localité est célèbre grâce à son institut islamique qui accueille plus de 5000 apprenants venus partout au Sénégal. À Koki, l'enseignement coranique est gratuit. C'est gratuit et tous les enfants sont formés au même pied d'égalité. Pour accompagner le marabout dans la gestion de l'Institut, le ministère en charge des collectivités territoriales à travers l'Agence de développement local déploie 2 boulangeries mobiles. Déjà sur place, la production a démarré. Vous avez 300 miches de pain en 2 heures de temps. Aujourd'hui, Koki a 2 boulangeries. Donc il suffit simplement de bien organiser. La formation sera assurée par l'ingénieur qui l'a inventé, qui est un Sénégalais, qui a gagné le prix de l'invention pour les énergies alternatives et les technologies alternatives. C'est pour vous dire simplement, au Sénégal, nous avons beaucoup de ressources. Les enfants sont satisfaits, on voit ça à travers les visages. Président de la République, nous remercions le président de la République et la première dame. Ils nous accompagnent toujours dans la gestion de ce dara. Cet acte entre dans le cadre de la vision du chef de l'État d'accompagner davantage les daras, avec ce dont l'ADEL apporte sa pierre à l'édifice. Son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, à l'occasion de la rencontre avec les maîtres coraniques à Diamniadio, avait engagé le gouvernement pour prendre des mesures pour apporter un soutien, en tout cas au niveau du fonctionnement des daras. Faire en sorte que les conditions d'apprentissage, des conditions de vie des talibés soient améliorées. C'est la raison pour laquelle nous, à notre niveau, en tant qu'agence de développement local, nous avons décidé d'aller vers les daras en leur apportant ce que l'on appelle une boulangerie mobile. À côté de la boulangerie, il y a un champ du savoir. Le champ du savoir, c'est un champ de blé, mais aussi un champ de céréales, de mil ou de maïs. C'est pour préparer les populations. Ce projet, un dara, une boulangerie mobile, un champ du savoir, est donc dans sa phase active. Après Koki et Daruminam, d'autres localités vont en bénéficier.
Nous restons dans la région où les travaux du plan d'action prioritaire 3 sont partagés avec l'ensemble des acteurs. Il s'agit de s'accorder sur les priorités de la capitale du Niambour en vue de l'élaboration du document final. Moussa Mané pour le compte-rendu. Il s'agit de partager avec les acteurs de la région de Louga les résultats du diagnostic et de la stratégie relatifs au programme d'action prioritaire PAP 3 pour la période 2024-2028. Nous avons été instruits par le ministre de l'économie de venir discuter avec les acteurs territoriaux qui ont pratiquement tous contribué. Et avec leur contribution, on est tenu de revenir à ces acteurs territoriaux pour leur présenter ce qui a été fait en termes de diagnostic particulièrement et de stratégie. Une démarche inclusive qui permet aux acteurs de discuter sur les projets, les réformes proposées pour opérationnaliser la stratégie. Objectif, réorienter les priorités vers un modèle de développement plus endogène. On a eu à présenter les deux principales parties et on a également écouté les différents acteurs. Comme on le sait et comme on pouvait s'y attendre, il y a un ensemble de résultats importants qui ont été obtenus. C'est un atelier important qui va permettre donc d'intégrer dans l'élaboration du PAP, en tout cas les grands projets de la région de Louga. C'est pourquoi nous nous réjouissons véritablement de cette importante activité. Cet atelier de partage a permis aux acteurs de la région de Louga de revenir sur les difficultés qui plombent le développement de leur localité. Depuis 2014, la mise en œuvre des phases 1 et 2 du plan Sénégal émergent a permis d'enregistrer des résultats probants dans plusieurs domaines. Les 20 et 26 juillet dernier, de fortes pluies se sont abattues sur la ville sainte de Touba et ses environs. 4 jours après, nos équipes se sont rendues sur place pour faire le point sur les ouvrages d'assainissement à Nguélémou, Touba, Mosquée, Kernian. Les techniciens ont déjà évacué beaucoup d'eau vers les stations et les bassins. Mama Moussagnan était sur place. Aux abords de la grande mosquée à Touba, Khaira 58, sur les 2 voies comme à la hauteur de la mairie, ça circule. Les populations vaquent à leurs occupations. Dans les quartiers dotés d'ouvrages, les dernières pluies n'ont pas entraîné de dégâts énormes. À Touba, le travail se poursuit normalement pour lutter contre les eaux de pluie. Nous nous en réjouissons. Nous remercions ceux qui ont initié ces travaux. Grâce à Serine Touba, tout va se dérouler normalement. Prions encore. D'une manière globale, dans les quartiers drainés, l'impact des ouvrages est largement apprécié par les populations, comme entre Kernian et Darou Marnan. dañuy rafetlu liggéey bi macha allah daal suñu xol sedd na ci instant yi ñu toll daal wax dëgg yàlla mbégte ak fierté daal la ñuy dund moom. Nous sommes satisfaits des travaux, nous sommes très contents. Nous prions pour le guide religieux, Serigne Mountakha Mbacké. Nous prions également pour la finition de ces travaux dans les délais. Le système d'assainissement a fonctionné et bien fonctionné. La preuve, le bassin de Kernian qui était rempli d'eau a vu le niveau baisser. La capacité de pompage renforcée a permis d'évacuer les eaux. Deux nouvelles motopompes ont été montées ici. Il y avait beaucoup d'eau ici. Tout cet espace était envahi. Mais ces motopompes ont évacué ces eaux. Du coup, nous sommes revenus calmement chez nous. Ici, comme à PK9, les effets des pompages sont visibles. L'eau s'est retirée, permettant à un vulcanisateur et à des menuisiers métalliques de reprendre leurs activités. Vous voyez, partout il y avait de l'eau, mais les pompes ont évacué après les eaux. Seulement, il faut accélérer le rythme. À Nguélémou, ceux qui avaient momentanément quitté leur maison sont revenus suite aux actions de pompage. L'année dernière, les pompes nous avaient sauvés,
et nous n'avons pas quitté les lieux. Cette année aussi, j'ai préféré rester dans les eaux le temps que les pompes réagissent. D'autant plus que j'ai beaucoup de bagages et mon déplacement n'est pas facile. À Touba et ses environs, les agents de l'ONAS et leurs collaborateurs sont encore là et veillent au grain. Jour et nuit, les sentinelles ne dorment que d'un œil pour ne pas être surpris par les intempéries. On poursuit ce voyage. Prochaine escale, Tambacounda. Le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME a organisé un atelier de sensibilisation et d'information sur la plateforme nationale de e-commerce Boutique 221. L'objectif est de familiariser les commerçants, les organisations agricoles et pastorales avec cet outil. C'est pour leur permettre de mieux maîtriser le commerce électronique. Tidiane Sissé pour plus d'explications. Après la formation des acteurs des régions de Tambacounda et Kédougou en avril dernier, le ministère du Commerce a organisé cette rencontre pour les sensibiliser et les enrôler sur la plateforme nationale de commerce électronique Boutique 221, plateforme créée pour promouvoir le e-commerce sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif, c'est de leur permettre de s'approprier de cette plateforme, de savoir comment ça fonctionne et de pouvoir avoir leur boutique et de pouvoir vendre. La plateforme nationale de commerce électronique est une composante de la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Je dois rappeler que c'est une stratégie qui a été validée en décembre 2019 et parmi les recommandations phares, il y avait la mise en place d'une plateforme nationale de commerce électronique, Boutique 221. Dans la première phase du projet, nous avons créé cette plateforme et là, dans cette deuxième phase, nous sommes en train de faire vraiment la sensibilisation et l'enrôlement des acteurs. Augmentation de la clientèle, livraison des produits partout au Sénégal et dans le monde, paiement en ligne, cette plateforme électronique Boutique 221 présente beaucoup d'avantages. Nous, on a lancé la plateforme en avril 2019 avec nos partenaires Imosir et Gainé 2000. Maintenant, pendant la période de la Covid, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas pu vendre leurs produits, surtout les ventes en ligne et autres. Il y avait un problème en fait. Maintenant, nous avons créé la plateforme nationale Boutique 221 pour permettre à beaucoup d'acteurs de pouvoir vendre leurs produits. L'objectif pour le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME est surtout d'aider les commerçants, les artisans et autres producteurs locaux à développer leur business à travers le commerce électronique. Le Trésor des régions, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants Khalisek pour les Khibars. Bel après-midi à tous et à demain.